tout le monde soit OP. Alors on m'entend. Il se passe rien. Le son de l'écran est juste après les micros. Bonjour à toutes et à tous. Alors, rebonjour plutôt. Bon, je sais qu'il y a encore certains de nos invités dehors, mais il faut bien commencer. Alors, bienvenue au Trophée de la Santé Mobile, bienvenue à cette 4e édition, qui est une édition un petit peu particulière, puisque pour la première année, elle a lieu au cœur des Journées nationales de l'innovation en santé, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je m'appelle Guillaume Marchand, je suis médecin. Je suis accompagné aujourd'hui d'un vieux copain qui est médecin aussi et qui est mon associé Nicolas Laferre, et de Justine Henry, qui travaille chez DMD et à qui on doit une grande partie de la réussite de cet événement aujourd'hui. Alors chez DMD Santé, on s'est donné une mission, c'était celle d'évaluer et de labelliser applications mobiles sur les smartphones, sur les tablettes, dédiées à la santé et objets connectés en santé. C'est une forme de, on dit toujours qu'on fait une forme de contrôle technique. Alors nous, on ne met pas une pastille verte sur le pare-brise, mais on donne un certificat, un tampon qui s'appelle mHealth Quality, dans le but de vous permettre de choisir des outils qui sont pertinents sur le plan médical et respectueux de votre vie privée. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous accueillir aussi aujourd'hui au cœur de la Journée nationale de l'innovation en santé. Sur cette 4e édition des Trophées de la santé mobile, il y a une petite particularité. Alors, vous connaissez tous la cérémonie où on remet les trophées pour la meilleure application professionnelle de santé, patients, grand public. Et puis le grand trophée, ça c'est tout à l'heure à 16 h. Et là, on va remettre également 2 trophées tout à l'heure. Et les lauréats, on ne les connaît pas encore puisque la raison est simple, c'est vous qui allez voter tout de suite pendant 2 heures en écoutant les pitchs pendant l'Arena Santé Mobile que va animer Justine. Donc Justine, je te laisse donner quelques détails sur la façon dont ça va se dérouler. Oui. Bonjour ou rebonjour à ceux que j'ai déjà vus ce matin. Donc cette année, un événement un peu spécial dans les trophées de la santé mobile, qui est cette Arena Santé Mobile. L'idée a été que comme les trophées avaient lieu pendant les Journées nationales de l'innovation en santé, qui sont adressés au grand public pour leur faire découvrir les innovations en santé, on a souhaité que les trophées de la santé mobile cette année s'adressent eux aussi au public et qu'on puisse vous donner l'opportunité de décerner vos propres trophées. Donc pendant les 2 heures qui vont suivre, vous avez 5 applications mobiles de santé et 4 objets connectés de santé qui vont en gros mener une petite compétition. Donc chacun a 5 minutes pour vous convaincre de voter pour lui. Et à l'issue de ces 2 heures, les votes sont collectés et juste en suivant, on décerne les trophées aux personnes qui ont donc remporté vos voix. Voilà, donc on va pouvoir démarrer sans tarder. Cependant, sachez que les candidats qui vont vous être présentés sur scène n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont quand même été, dans un premier temps, sélectionnés et Guillaume va vous expliquer comment. Alors oui, en effet, les candidats d'aujourd'hui ne sont pas n'importe qui, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été préalablement validés sur la plateforme mHealth Quality, donc de labellisation que nous avons mis au point, et ils sont donc conformes aux droits, au traitement des données, ils sont pertinents sur le plan médical. Ça, c'est pour les applications. Et sur les objets connectés, vous allez voir, on a fait une forme de sourcing, et puis on en a sélectionné quelques-uns qui nous semblaient intéressants que vous découvriez aujourd'hui. Et puis maintenant, que le meilleur gagne. Donc place à la compétition. On va démarrer avec l'application e-thyroïde et Béate Barthès qui va venir nous la présenter.
Donc, en attendant qu'elle monte sur scène, je vous invite à voter tout au long de ces 2 heures pour votre application et votre objet connecté préféré. Pour cela, rendez-vous sur notre site lestrophées-de-la-santé-mobile.com. Vous avez un bouton dès la première page qui vous invite à voter et à remplir votre formulaire pour que vos voix soient comptabilisées. Bonne compétition et place à Béate. Bonjour à tous. Donc, Béate Barthès, e-patiente de la première heure. Je suis la créatrice du forum Vivre sans thyroïde et de l'association du même nom. Et nous avons conçu une petite application pour les patients pour essayer de les rendre davantage acteurs dans la prise en charge de la maladie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop la thyroïde, tant qu'elle marche bien, c'est une petite glande à la base du cou. Tant qu'elle fonctionne bien, aucun souci. Mais quand elle ne fonctionne pas bien, on peut avoir tout un tas de problèmes parce que les hormones thyroïdiennes agissent sur quasiment toutes les fonctions du corps. Sur le transit intestinal, sur la libido, sur le muscle, sur le cœur, sur le cerveau, sur les cheveux, enfin sur la grossesse, le développement du bébé. Donc c'est vraiment, les hormones thyroïdiennes sont très très importantes. Et il existe différents problèmes qui peuvent faire qu'on fonctionne moins bien. Ah, ça commence. Ouais. Donc il y a différentes pathologies. On peut avoir une hypothyroïdie, trop peu d'hormones thyroïdiennes. Donc tout fonctionne au ralenti. Une hyperthyroïdie, trop d'hormones thyroïdiennes, tout fonctionne en accéléré, le cœur, entre autres. On peut avoir des anomalies morphologiques, c'est-à-dire un goitre ou des nodules qui sont presque toujours bénins. 95% sont bénins, mais parfois ils sont suspects, on préfère les enlever. On opère à peu près 45 000 thyroïdes par an en France, et là-dessus on trouve à peu près 10 000 cancers. Et c'est un cancer qui se soigne bien, plus de 95% des gens guérissent, et il y a à peu près 300 décès par an. Et au total, environ 1 Français sur 10 a un problème de thyroïde, et il y a 3 millions de Français qui prennent des thyroïdiennes, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et ce n'est pas toujours si facile que ça de vivre sans thyroïde, même si on peut vivre sans thyroïde, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc notre petite association est sortie, enfin elle devient de plus en plus grande, mais elle est issue d'un petit site internet que j'ai créé il y a 17 ans, après mon propre cancer de la thyroïde, avec un forum de discussion qui est très actif, qui a à peu près 5000 connexions par jour, où les gens peuvent s'inscrire, poser des questions, discuter entre eux, se rassurer, trouver des informations dans une base de données. On a créé une association en 1901 pour financer ce site, qui est financé uniquement par les cotisations des adhérents. Et notre but, c'est une meilleure connaissance de la maladie, fournir des bonnes informations et défendre les intérêts des malades. Notre objectif, c'est vraiment rendre le patient plus autonome, acteur de sa maladie, partenaire du médecin, bien informé, il comprend bien sa maladie et son traitement, il veut participer aux décisions qui le concernent, et c'est ce qu'on appelle la médecine participative. Et donc, comme on dit souvent aux patients que c'est qu'eux qui savent comment ils se sentent avec quel ou quel dosage de médicaments, et de tenir un petit journal. Avant, ça se faisait sur papier ou sur tableau Excel, et puisque tout le monde a des smartphones maintenant, on a pensé que ce serait intéressant d'avoir un journal de bord, mais sur smartphone. Et le laboratoire Bayer a bien voulu nous soutenir, mais on a eu entièrement main libre pour le développer. Et donc c'est un journal de bord, des informations sur la thyroïde. C'est disponible sur iOS et sur Android. Et c'est en ligne depuis l'automne, et on est à un peu plus de 2000 téléchargements actuellement. Et il y a une petite émotion de présentation qui vous montre comment ça fonctionne.
Merci Béate. Donc les 5 minutes sont écoulées. Est-ce qu'elle vous a convaincu? C'est un peu la première question que j'ai envie de vous poser. Et ensuite, donc vous avez 5 minutes pour échanger avec Béate sur l'usage de l'application. Avez-vous des questions dans la salle? Je ne vois personne lever la main. Allez, s'il vous plaît, une question. Non, bah moi j'en ai une pour vous, puisque je suis atteinte d'une hypothyroïdie et que donc j'ai moi-même des soucis pour régler mon dosage et c'est quelque chose d'assez compliqué. J'ai cru comprendre qu'il y avait des évolutions à venir dans votre application pour aider les personnes justement à mieux trouver leur dosage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce qu'en fait, on peut faire des courbes donc, où on rentre chaque fois qu'on fait une analyse sanguine ces différents paramètres. Mais on doit encore mettre ça en rapport avec un tableau du suivi des différents dosages, parce que souvent, avant de trouver le bon dosage, il faut essayer d'adapter à quelques microgrammes près parfois. Donc on essaye plusieurs dosages, on augmente un peu, on redescend un peu. Et pour savoir avec quel dosage on se sent le mieux, il va falloir qu'on fasse une mise à jour qui mette en relation les courbes et les tableaux historiques. Et on voudrait aussi étendre l'application à d'autres pays que la France, parce qu'actuellement, elle est disponible uniquement sur le store français. Mais parmi nos utilisateurs, il y a, disons, à peu près 20% d'autres pays francophones, parce qu'Internet, c'est sans frontières. Donc, on a beaucoup de Belges, de Suisses, de Québécois, de personnes du Maghreb ou d'Afrique noire, et ils sont déçus de ne pas pouvoir télécharger l'application. Donc, on espère pouvoir la rendre disponible ailleurs. Très bien. Merci pour cette présentation. Il n'y a toujours pas de questions dans la salle? Non. Et bien dans ce cas, on va accueillir le second concurrent, qui est donc le premier objet connecté de santé qui va vous être présenté. Et il s'agit de Jean-Baptiste Matt, qui va venir nous parler de Enovap. À toi l'honneur. Merci. Bonjour à tous. Moi, pour commencer, je me posais une question. Combien y a-t-il de fumeurs dans la salle? Donc, je vous invite à lever la main, les fumeurs. Quand je dis fumeur régulier ou fumeur occasionnel. Il n'y a pas de en tête, fumeur. Ok. Ok, vous êtes à peu près une trentaine. Il faut savoir qu'en France, 33% de la population fume. Et un fumeur sur deux meurt prématurément du tabac. Donc laissez-moi vous présenter Enovap, le premier système intelligent de l'apport en nicotine. Ok. Donc l'équipe d'Enovap est composée de 6 personnes, 5 ingénieurs et un entrepreneur. Et on a tous un point commun, c'est que nous sommes tous des anciens fumeurs. Dans le monde, le tabac, c'est 6 millions de morts par an. Et pour faire face à ce problème de santé publique, des solutions ont vu le jour. Les substituts nicotiniques. Alors on a eu des patchs, on a eu des chewing-gums à la nicotine, on a même eu des sprays à la nicotine. Leur point commun, c'est leur efficacité qui est très faible. Depuis 2010, la France a vu débarquer la cigarette électronique, qui a reçu une acceptation très bonne de la part des consommateurs. Le problème avec la cigarette électronique, c'est que 3 vapoteurs sur 4 sont toujours fumeurs. Est-ce que vous aurez une idée en partie pourquoi? Le problème avec la cigarette électronique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas possible de gérer efficacement sa consommation de nicotine. Et c'est dans ce contexte qu'Enovap a développé la première cigarette électronique intelligente permettant de contrôler manuellement ou automatiquement son apport en nicotine. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'une cigarette électronique, c'est un seul réservoir avec un liquide et une concentration en nicotine qui est fixe, alors que les besoins varient au cours de la journée. C'est pourquoi la technologie d'Enovap repose sur un double réservoir breveté. Le premier réservoir contient un liquide avec de la nicotine et le second sans nicotine. Ce double réservoir permet de délivrer une concentration en nicotine précise à chaque inhalation. 2 modes d'utilisation sont possibles avec le dispositif Enovap, un mode automatique et un mode manuel. Le mode manuel permet à l'utilisateur d'ajuster sa concentration en nicotine à chaque inhalation. La satisfaction est immédiate pour répondre à un besoin qui est immédiat. Le second mode repose sur une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle enregistre les données de consommation, les analyse et diminue progressivement et automatiquement l'apport en nicotine. Ces données sont enregistrées sur l'application où l'utilisateur
peut suivre son évolution dans sa démarche d'arrêt du tabac. Enovap, depuis sa création en 2014, c'est une médaille d'or au concours Lépine pour son invention, soutenue par BPI France en 2015, et une participation finaliste au concours de Mass Challenge à Boston. Enfin, notre ambition et notre objectif est de devenir la solution la plus efficace et la plus appréciée pour quitter le tabac. Merci beaucoup. Donc, merci Jean-Baptiste. Donc de la même façon, vous avez 5 minutes pour poser toutes vos questions à Jean-Baptiste. Y en a-t-il dans la salle? Il y avait des fumeurs, il y a bien des questions. Il y a une question là-bas. Madame. Bonjour. Bonjour. Tout simplement savoir combien ça coûte aux particuliers. Ok. Pour l'instant, nous sommes toujours en phase de recherche et développement. Enovap est prévu pour sortir septembre 2017. Et on sera sur un tarif autour de 200 € annoncé. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si l'application a été testée sur un groupe de consommateurs et quel a été le résultat. Alors, l'application n'a pas été testée pour le moment, mais le dispositif a été testé. Nous avons pu, en novembre, lors du mois sans tabac, faire des études dans 5 CHU, dans 5 hôpitaux parisiens, pour tester la pertinence d'Enovap auprès de 60 fumeurs. Cette étude, en collaboration avec le professeur Dotzenberg, nous a permis de dégager un résultat qui est très bénéfique. C'est-à-dire qu'on a augmenté de 30% la volonté du fumeur à vouloir arrêter de fumer avec nos dispositifs, car il a trouvé, avec le mode manuel, les réglages qui le convenaient pour une satisfaction immédiate dans son arrêt du tabac. On a également pu aller dans les locaux de l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé, pour sensibiliser le personnel à notre démarche. Nous avons été très bien reçus chez eux et ils souhaitent poursuivre les opérations pour 2017. Je poursuis donc pour 2017, l'année sera très chargée. Dans un premier temps, nous allons collaborer avec le CNRS et le RESPAD, qui est le réseau professionnel de prévention d'addiction, afin d'optimiser notre intelligence artificielle pour le mode automatique. En parallèle de ça, nous allons travailler avec les mines de Saint-Étienne et l'INSERM, qui est l'Institut national des recherches médicales, afin d'optimiser la vaporisation des particules. L'idée, à travers cette opération, est de valider la non-dégradation des particules de nicotine, mais également de trouver d'autres molécules qui peuvent être d'autres substances actives qui peuvent être vaporisables ou avec d'autres technologies couvertes par le brevet utilisables avec notre technologie. Quand je dis autres substances actives, je pense notamment au traitement de la douleur, à l'asthme, au traitement, à la désensibilisation des allergies par exemple. Donc tout ça serait possible avec notre technologie. Merci Jean-Baptiste et merci monsieur pour votre question puisqu'elle légitime tout à fait ce que nous faisons chez DMD Santé puisque c'est un peu tout l'objet, c'est de soumettre les objets à des patients et à des personnes concernées et d'obtenir leur retour sur les usages que ça peut leur apporter. Donc merci pour votre question. Nous allons accueillir, merci Jean-Baptiste, le concurrent suivant qui est donc Glucicheck et que Émilie Pellin va venir nous présenter donc pour le laboratoire Roche. Merci. C'est à vous. Bonjour à tous. Alors, le saviez-vous, la France compte près de 200 000 personnes diabétiques de type 1 traitées par insuline. 200 000 personnes qui doivent au quotidien calculer la quantité de glucides présente dans leur repas, mesurer leur glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, et s'injecter de l'insuline que leur organisme ne produit plus afin de réguler la glycémie. Ainsi, à chaque repas, ces patients doivent déterminer, en fonction de ce qu'ils vont manger, la quantité de glucides présente dans chaque aliment de leur repas, la quantité totale de chaque aliment qu'elles vont consommer, et afin de déterminer au final le total glucidique de leur repas. En parallèle, elles vont mesurer leur glycémie à ce moment-là. Et enfin, en fonction des 2 premiers paramètres et du ratio insuline-glucide qui est déterminé avec le diabétologue, elles vont calculer la dose d'insuline qu'elles vont devoir s'injecter. Fastidieux, n'est-ce pas ? Donc,
Heureusement, des outils existent pour faciliter ces apprentissages et cette mécanique de calcul. Donc, c'est le cas, par exemple, des livrets nutritionnels qui permettent de calculer les glucides contenus dans les aliments. Mais ces outils, encore faut-il qu'ils soient facilement transportables, qu'ils soient facilement consultables en toutes circonstances et en toute discrétion, ce qui n'est pas forcément le cas d'un livret qu'il faut sortir du sac ou de la poche et le consulter en public. Les lecteurs de glycémie permettent d'enregistrer les glycémies, mais elles n'enregistrent pas forcément les insulines ou les quantités de glucides ingérées, donc c'est difficile de faire le lien entre les 3 paramètres quand un des seuls est enregistré dans l'appareil. Et enfin, les carnets d'autosurveillance glycémique permettent de noter les glycémies et les doses d'insuline par le patient, mais c'est des carnets qui, encore une fois, doivent être transportés avec soi et prendre de la place dans le sac ou la sacoche. Face à ce constat, nous avons développé en 2013 GluciCheck, qui est une application mobile gratuite qui permet en un seul et même outil de donner accès aux patients à une base alimentaire de plus de 500 aliments, qui leur permet de calculer rapidement et simplement la quantité de glucides présente dans leur repas. GluciCheck comprend également un journal d'autosurveillance glycémique qui va permettre d'enregistrer les mesures de glycémie, les doses d'insuline et la quantité de glucides en un seul outil. Donc ça va être un historique précieux, un historique mensuel qui va pouvoir être discuté en consultation avec son diabétologue. Et enfin, GluciCheck intègre des statistiques et des graphiques simples qui permettent de suivre l'évolution de ces glycémies, et qui est un intermédiaire entre le carnet d'autosurveillance glycémique papier, dans lequel on a beaucoup de données chiffrées qui sont parfois difficiles à comprendre, difficiles à interpréter, et le logiciel de suivi de données qui, lui, peut parfois paraître complexe pour certains patients. Donc en résumé, GluciCheck, c'est une application tout en un, avec un outil d'accompagnement complet pour les personnes diabétiques de type 1 traitées par insuline, qui vont avoir un outil smartphone toujours avec eux, et donc un accès à l'application simplifié pour un suivi quotidien de leur diabète. GluciCheck, c'est également une base alimentaire riche et régulièrement mise à jour, avec plus de 500 aliments, plats régionaux et internationaux, une visualisation des portions dans l'assiette et une base alimentaire qui se réfère à la table de référence nutritionnelle SQUAL. C'est un contenu de qualité conçu avec des patients et des professionnels de santé, en l'occurrence une diététicienne et 2 diabétologues. Et enfin, c'est une application gratuite qui permet de donner accès à tous, au plus grand nombre, à cette application. GluciCheck a aujourd'hui plus de 3 ans et a conquis plus de 20 000 utilisateurs réguliers. C'est une application que l'on ne cesse de faire évoluer pour être toujours au plus près des besoins et des attentes des patients. Donc, elle a fait l'objet de différentes mises à jour ces dernières années. Et là, on travaille actuellement à une nouvelle mise à jour, une nouvelle version, notamment en prenant les retours utilisateurs que l'on retrouve sur les stores ou qu'ils nous envoient par mail, et en nous appuyant également sur le rapport d'évaluation du label MLS Quality, qui est une source riche de conseils pour optimiser son application. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à voter pour GluciCheck. Merci bien. Merci Émilie, ça fait pile 5 minutes, mon téléphone sonne. C'est parfait. Avez-vous des questions dans la salle ? J'imagine qu'il y a bien des diabétiques dans la salle, donc il y a forcément des questions. Non ? Eh bien, moi j'en ai une pour vous. Donc, c'est un secteur sur lequel il y a énormément d'applications, la gestion du diabète, et je pense que les patients sont en demande. Qu'est-ce qui vous fait faire la différence par rapport à toutes les autres applications qui existent sur ce sujet ? Alors aujourd'hui, auparavant, j'aurais eu du mal à vous répondre parce qu'on avait une application qui mettait en avant principalement sa base alimentaire, puisqu'elle était constituée principalement de ça. Donc on avait pour concurrent d'autres applications qui avaient des bases alimentaires ou des applications de nutrition. Et puis de l'autre côté, on avait des applications qui se concentraient sur les carnets d'autosurveillance glycémique papier qui numérisaient. Et aujourd'hui, avec GluciCheck, on a réuni ces 2 éléments en une seule application pour que le
le patient n'ait qu'une seule application et puisse vraiment gérer son diabète avec seulement une application. D'accord, très bien. Une question? Oui, Catherine en haut a une question. Bonjour, j'aurais aimé connaître votre plan de communication pour faire connaître au plus grand nombre des diabétiques cette application qui rentre en concurrence avec d'autres. Qu'est-ce qui va vous différencier et comment vous allez la faire connaître? Alors ça fait, donc on s'appuie déjà sur son antériorité puisqu'elle a maintenant plus de 3 ans. On a fait une campagne de communication, notamment dans la presse, avec communiqué de presse et dossier de presse et conférences de presse autour de la nutrition et du diabète, un thème qui nous est cher au sein de la société. Et nous nous appuyons également sur les réseaux sociaux sur lesquels donc, nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, donc nous promouvons nos applications mobiles par ce biais-là. Et puis, nous avons la chance de pouvoir être présents au cours d'un congrès qui est dédié aux patients diabétiques. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on leur parle de cette application-là. Merci. Il y a d'autres questions. Il y a une question en haut là-bas aussi à gauche. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je me pose la question, vous nous avez parlé des différents outils antérieurs justement pour noter ces glycémies, les formats papier, les formats Excel, ce genre de choses. Est-ce que vous êtes, sachant que vous êtes en lien direct avec AcuCheck, qui est un des principaux fournisseurs de lecteurs de glycémie, est-ce que vous ne pourriez pas faire un petit quelque chose qui se branche directement sur le smartphone ou en Bluetooth ou des choses comme ça pour récupérer directement l'information et simplifier vraiment l'utilisation? Ce sont des choses qui sont dans nos bagages, on va dire, et qui, on l'espère, va arriver bientôt. On a une autre question sur notre droite. Bonjour, vous avez, si je ne me trompe pas, présenté GluciCheck comme s'adressant aux diabétiques de type 1. Alors, je ne suis pas une spécialiste du diabète, mais pourquoi ça ne s'adresse pas aux diabétiques de type 2 ? Alors, très bonne question, parce que la problématique n'est pas forcément la même. Donc, les personnes diabétiques de type 1, on va leur permettre de manger ce qu'elles souhaitent, un peu comme tout le monde, et donc de calculer la quantité de glucides, puisque c'est l'élément qui va faire que ça va faire varier leur glycémie et qui va devoir être pris en compte pour le dosage de l'insuline qu'ils vont devoir s'injecter. Pour les diabétiques de type 2, la problématique est plutôt un problème d'équilibrage alimentaire. Donc, ils doivent réapprendre à équilibrer leur alimentation. Et ça va plutôt jouer sur les lipides, les graisses, éventuellement sur les glucides. Mais on est plutôt sur une évaluation. Donc, on a d'autres outils pour ces personnes-là, où on a un site web, la cuisine virtuelle, qui permet de reconstituer son repas et de voir si son repas il est plus ou moins équilibré. Donc, en fait, on n'interdit bien sûr pas les patients d'utiliser cette application. On a des diabétiques de type 2 qui utilisent cette application, plutôt ceux sous insuline, qui se rapprochent du coup de la problématique du diabète de type 1. Mais souvent, ils n'y retrouvent pas leur compte parce qu'il leur manque toutes les autres valeurs nutritionnelles telles que les lipides et les protéines pour pouvoir savoir si leur alimentation est équilibrée. Donc, ils retrouvent dans chaque fiche aliment des informations, mais au final, le total glucidique qui est fourni dans le repas, c'est avant tout porté sur les glucides et non pas sur les autres éléments. Donc, il leur manque quelques éléments pour être tout à fait satisfait. Donc, c'est pour ça qu'on l'oriente vers une cible et qu'on offre d'autres choses à une autre cible. Ok, merci Émilie pour cette présentation. Et donc n'oubliez pas de voter en ligne pour votre application, votre objet préféré. On va rester dans le sujet de l'équilibre nutritionnel d'un repas en accueillant donc Didier Bollet qui va nous présenter NutriSmart, une balance connectée pour nous aider à bien manger. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi. Donc, je suis Didier Bollet, je suis le président de Terraillon. Et Terraillon, vous connaissez, on accompagne effectivement les foyers français et mondiaux dans les salles de bain et les cuisines depuis maintenant presque 100 ans. Donc on est un peu la start-up centenaire ici et on aime bien venir défendre un peu nos idées dans le domaine de l'IoT et on n'hésite pas même à le faire le samedi. Alors il y a un an, on lançait NutriTab, une balance nutritionnelle connectée notamment à la base de la santé alimentaire et ça donnait ça.
c'est la balance nutritionnelle qui est donc désormais commercialisée dans la grande distribution depuis maintenant plus d'1 an. Et nous rentrons de Las Vegas où nous avons présenté au CES en avant-première mondiale cette même balance équipée désormais du capteur SCIO, donc, qui est donc fabriqué par Analog Device et avec qui nous avons monté donc un partenariat. Et ce capteur, nous l'avons miniaturisé. Il est donc désormais intégré dans la balance qui s'appellera donc désormais NutriSmart. Et cette balance, elle a l'avantage effectivement eh bien, déjà de reconnaître l'aliment. Donc vous pouvez reconnaître les fruits, les légumes, les viandes, les fromages à pâte dure notamment. Donc elle est capable de faire la différence entre une pomme et je dirais, une poire par exemple. Et notamment donc elle va vous identifier l'analyse moléculaire des aliments et vous donner, associé au poids de l'aliment, l'ensemble de sa composition alimentaire telle qu'on le faisait à travers effectivement la base de l'Agence de sécurité alimentaire. Donc là, on a effectivement une précision qui est extrêmement importante et ces données sont stockées dans notre application Wellness Coach et elles permettent donc à l'utilisateur de pouvoir emmagasiner tout au long de la journée ses apports journaliers. On les a cités, les lipides, les glucides et les protéines. Donc ça, c'est une vraie révolution puisque désormais, nous serons capables d'identifier les aliments, de les reconnaître et d'apporter cette valeur journalière recommandée. L'intérêt, c'est évidemment pour nous qui sommes spécialisés dans le bien-être et notamment on s'intéresse beaucoup au régime alimentaire qui sont à l'origine de pathologies chroniques comme l'arthrose, l'hypertension, le diabète. On s'intéresse évidemment au régime alimentaire, au régime des sportifs de haut niveau et puis évidemment à ceux qui souffrent de diabète. Ce produit, donc NutriSmart de Terraillon, sera commercialisé sur le second semestre 2017 et notamment donc chez nos partenaires distributeurs en France et à l'international. Voilà. Merci Didier pour cette présentation et une belle innovation. Y a-t-il des questions dans la salle sur l'usage d'une balance connectée? Madame? Ah, vous aussi, vous avez votre... Non, c'est pas moi. C'est ma balance, pardon. Ah. Elle bip, elle marche. Bonjour. 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 J'aurais voulu savoir si, par exemple, quand on pèse des farines, est-ce que la balance est capable et comment de repérer quelle farine on met? Alors pour l'instant, comme je l'ai dit, on est sur les fruits, les légumes, on est sur les viandes. Il faut les laitages pâte dure pour les fromages. On est sur des aliments homogènes et cette base de données va effectivement s'améliorer avec l'enrichissement d'un maximum d'aliments dans le futur. Donc aujourd'hui, on ne reconnaît pas les farines, mais dans un temps à venir, on a la volonté d'élargir aux aliments, mais également à leur composition. On pourrait très bien imaginer demain identifier leur capacité à être bio ou pas. Voilà. Donc c'est dans des étapes futures, mais pas actuellement. Ah, j'ai une question. Oui. Bonjour. Donc effectivement, c'est un très bel objet. Moi, je voulais savoir, c'était concernant les plats composés. Est-ce qu'on en parle ou c'est pas encore d'actualité? Donc aliments homogènes uniquement pour l'instant. Okay. Voilà, donc pour l'instant, si vous souhaitez avoir des plats de la grande distribution préparés, sur notre application, nous avons un scanner qui permet effectivement, à travers le code barre, d'identifier l'ensemble des apports caloriques qui sont sur l'aliment et de les stocker au même endroit que ce que vous avez éventuellement pesé sur votre balance, puisqu'on peut imaginer qu'effectivement vous n'alliez pas avec votre balance au restaurant le midi ou effectivement dans des restaurants. Donc voilà, c'est aussi cette possibilité. Donc on a différentes options. D'accord, merci. On va passer la parole de l'autre côté de la salle, Oui. madame. Je voulais savoir quel type d'études vous avez faites pour démontrer l'intérêt, par exemple, contrastant des personnes qui se servent de votre outil et ceux qui ne le font pas. Oui. Qu'elles soient en cours, abouties ou prévues. Absolument. Alors on a, vous savez qu'on commercialise principalement des balances, des pèse-personnes, c'est notre métier. Et donc depuis maintenant quelques années, nous avons réalisé pas mal d'études cliniques avec des médecins français, travaillant sur les algorithmes, notamment de notre impédance métrie.
Voilà, donc pour la balance nutritionnelle, nous travaillons effectivement avec des professeurs en France et nous avons mené quelques études cliniques qui nous ont permis, notamment à travers cet outil, à travers nos trackers d'activité, nos PES personnes, de mettre en place des régimes alimentaires. Et c'est un peu ce qui nous permet, grâce à l'Internet des objets et au smartphone, désormais, de pouvoir proposer de l'innovation servicielle à nos clients et de les mettre en relation avec le corps médical qui, pour nous, nous considérons qu'il est primordial que les médecins restent au cœur de notre écosystème. On n'est pas dans la réalité augmentée, on est vraiment dans la réalité médicale. On va prendre une dernière question, madame, juste oui, ici. Bonjour, monsieur. C'était juste pour savoir si la société SCIO, c'est la société qui utilise le principe de la physique quantique avec les fréquences des... Est-ce que c'est ce principe-là ou pas? Ça n'a rien à voir. J'avoue que là, vous me posez une colle. Je ne sais pas si la société SCIO utilise ce système. On est sur un système, effectivement, de spectromètre lumineux qui permet, effectivement, d'avoir une courbe spectrale. Et si je pouvais résumer de façon imagée le principe de ce capteur, je dirais que c'est un peu... ce qu'est Shazam à la musique, si vous voyez, qui permet effectivement d'identifier à travers cette courbe spectrale le type d'aliment et sa composition moléculaire. Okay, merci. On avait une toute dernière question. Oui, vous m'entendez? Ah oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Une question. Vous disiez que Terraillon faisait des impédance-mètres. Oui. Est-ce que justement vous avez l'intention de relier l'utilisation des données de l'impédance-mètre à cette balance-là, pour justement, en fonction des résultats qu'on a sur l'impédance-mètre, adapter son régime? Absolument. Donc vous avez aujourd'hui sur notre application de Terraillon qui s'appelle Wellness Coach, vous avez l'ensemble de ces informations qui convergent, que ce soit le PES personne impédance mètre, la balance nutritionnelle, les tensiomètres, les trackers d'activité, demain notre solution intelligente de sommeil. L'ensemble de ces informations vont sur une seule application et permettent, je dirais, de pouvoir derrière monitorer ces courbes et éventuellement de présenter l'ensemble de ces informations à son médecin lors d'une consultation. Ben, merci Didier, merci pour toutes vos questions. Et nous allons accueillir le candidat suivant, donc, qui est cette fois-ci une application mobile de santé. Donc on accueille Diane qui va nous présenter Mon coach douleur. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je travaille pour le laboratoire Takeda France et on a développé l'application Mon coach douleur qui est destinée aux patients atteints de cancer. Et en fait, l'idée pour Takeda, c'était de répondre à un besoin exprimé par ces patients qui ont des difficultés de communication avec leurs professionnels de santé. Et de cette problématique, on a travaillé sur les problèmes de consultation où la douleur n'est pas forcément évoquée. Quand le patient arrive chez son médecin, on est plus focus sur le cancer et sur les traitements. Et du coup, en sortant de la consultation, on oublie qu'on n'a pas parlé des douleurs qu'on a quotidiennement. Et à cette issue, on a travaillé sur une forme de hackathon avec des patients atteints de cancer, des infirmières, des médecins, ainsi que des développeurs d'applications mobiles qui nous ont permis d'aboutir à un support qui est Mon coach douleur. Et donc à ce jour, on est à plus de 1500 téléchargements et j'espère que l'application vous plaira autant qu'elle plaît déjà aux patients qui l'utilisent. Je vous laisse découvrir la vidéo.
Avez-vous des questions? Eh bien, elle fait même mon travail. Avez-vous des questions? C'est effectivement une bonne question. Alors en plus, sachez que mon code Jouleur a été une des premières applications labellisées ML's Quality. Donc c'est un vrai travail de qualité, cette application, et ça a été reconnu donc, par des usagers et des patients, son intérêt dans l'accompagnement des cancers. Donc il y a une question par là? Oui. Madame, Oui, de nouveau. Il y a beaucoup d'effets secondaires lors des traitements dans ce domaine. Des chiffres récents parlaient même de 1 sur 2. Je ne dis pas pour vos produits. Donc la personne peut parler de ses douleurs, mais comment peut-elle rapporter ces effets indésirables? Doit-elle utiliser autre chose? Lors de la consultation, le médecin va toujours lui poser comment ça se passe au niveau de son traitement et s'il a eu des effets indésirables. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir récolter les effets indésirables. Ensuite, sur l'application, on a un petit onglet où il peut rapporter les effets indésirables qui sont directement connectés à la pharmacovigilance de Takeda France. Parfait, merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle sur l'usage de l'application Mon Coach Jouleur? Non? Si? Ah, enfin, il faut oser, monsieur, enfin. N'attendez pas 2 minutes. Bonjour. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de Mon Coach Douleur par rapport au cancer. Est-ce que ça peut s'utiliser au quotidien, mais sans rapport avec ça, justement, avec le cancer? Alors, à la base, elle est liée aux patients atteints de cancer, mais après, on a quand même des gens autour de nous qui nous ont dit qu'ils l'ont parfois utilisé pour des douleurs type fièvre ou maux de tête, etc., et que ça marchait aussi bien. Mais initialement, c'est pour les patients cancéreux. Une autre? Une dernière? Bon. Et ben dans ce cas, nous allons laisser, merci Diane, nous allons laisser la parole et la place au concurrent suivant. Donc nous accueillons cette fois-ci un objet connecté et il s'agit donc du verre connecté Soif que Jacques Rossard va nous présenter. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Soif. Alors, comme le nom phonétique vous l'indique certainement, je vais vous parler d'hydratation. Vous êtes tous concernés, a priori. Le projet est parti en fait d'une inquiétude qu'on avait, enfin que j'ai eue, c'est que, vous vous souvenez tous, en 2003 quand même, cette grande canicule, 70 000 morts en Europe, quoi, quelque chose d'horrible. On a eu du mal à s'en remettre, tout ça, enfin, des choses ont été faites. On pensait que c'était fini. À l'été 2015, il y a eu encore 3300 décès, rien qu'en France. C'est-à-dire quand même plus que les accidents de la route. Et moi, naïvement, je me suis posé une question, mais comment en France, à l'heure actuelle, on peut encore mourir d'oublier de boire un verre d'eau? J'étais naïf à l'époque, je ne connaissais pas tout le monde de la santé, tout ça, je me suis renseigné, donc j'ai découvert plein de choses, mais qu'à partir de 65 ans, on perdait la sensation de soif. Donc ce petit signal qu'on a de notre corps, il fallait le recréer autrement. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de créer Soif, une plateforme sur l'hydratation qui est centrée autour d'un verre connecté, d'un porte-verre connecté, exactement, pour des raisons d'hygiène. Ce porte-verre va vous permettre en fait de savoir la quantité d'eau à vous particulièrement que vous avez besoin dans la journée, le répartir, parce qu'il est aussi important de boire régulièrement que de boire une certaine quantité d'eau. Tant que vous buvez, il se comportera comme un verre, il ne va pas vous embêter plus que ça. Vous oubliez de boire, il va simplement, comme compagnon, vous indiquer, vous rappeler de boire en se mettant à clignoter et en vous incitant à boire. Beaucoup d'objets connectés à l'heure actuelle, notamment pour les personnes âgées, sont des objets qui connaissent mieux que la personne ce qu'elle doit faire, les observent toute la journée, et dès qu'on fait quelque chose de mal, ils vont les dénoncer, aux grands-parents, aux parents, à la famille, aux médecins. Nous, on a voulu casser ça, on a voulu vraiment plutôt accompagner, et on s'appuie notamment aussi beaucoup sur les aidants et les accompagnants en leur amenant du contenu. C'est un produit qui est 100% français, c'est important de le dire aussi. Et tout ce qui nous intéresse, nous, c'est que les personnes prennent conscience et soient volontaires pour bien s'hydrater et prendre des bonnes habitudes. On ne veut pas les forcer, parce que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça peut marcher un jour, ça peut marcher une semaine, ça ne marche pas sur la continuité. Pour changer une mauvaise habitude, il faut que les gens soient volontaires. Donc on veut vraiment les accompagner.
Soif, c'est donc une plateforme, c'est un verre connecté qui accompagne la personne. C'est des contenus pour les aidants, les accompagnants, que ce soit la famille, les professionnels de santé. Et ça va un peu plus loin, puisque grâce à nos tests, grâce à nos ventes actuelles, nous remontons des données. En les anonymisant et tout ça, nous pouvons aider les pouvoirs publics à l'heure actuelle, au niveau des départements, au niveau des régions, du privé, du public, les décideurs, d'avoir des outils décisionnels pour faire maintenant des campagnes de sensibilisation sur l'hydratation bien plus efficaces que ne sont de dire juste un chiffre comme dire « buvez 1,5 litre d'eau par jour ». Mais nous aussi, alors c'est emprunté aux petits frères des pauvres, ce qu'on a découvert quand on a commencé à vendre notre produit, c'est qu'il y a des personnes âgées, malheureusement en France, qui sont encore isolées et qui n'ont pas de visite, etc. En parlant d'hydratation, ce qu'on a vu, c'est formidable, parce que par le thème de l'hydratation, si vous l'abordez avec le thème du plaisir, du goût, vous pouvez casser aussi l'isolement des personnes et recréer du lien social et de l'intergénérationnel. Et ça, on adore ça. Nous, on se positionne vraiment sur une approche qui est un peu plus différente dans la médecine. On n'est plus dans une médecine purement préventive, ou curative ou préventive. On est vraiment sur une médecine scrutative et, comme je l'expliquais, on essaye d'aller vers vraiment une médecine anticipative. À l'heure actuelle, l'hydratation, pour la société, c'est plus d'1 milliard d'euros de coûts par an. Ce n'est pas une fois que les personnes sont hospitalisées qu'on règle la déshydratation. C'est avant, c'est en prenant des bonnes habitudes. Et nous, c'est le pari qu'on veut faire. On veut vous faire économiser 1 milliard d'euros. Voilà, donc pensez à boire. Ce n'est pas que les personnes âgées, ce n'est pas que les enfants. Tout le monde a besoin de boire régulièrement. Vous ne buvez pas pendant 1 heure, 2 heures, vous perdez 10% de facultés intellectuelles et physiques. Je vous rassure, rien de grave, le corps est tout à fait habitué à ça. Mais vous allez perdre en concentration. Donc pour mes petits collègues, si vous les trouvez ennuyeux, c'est peut-être que vous commencez à vous déshydrater. Donc buvez un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous m'avez donné soif. Mais bon, je constate que ma gorge est sèche. Oui, y a-t-il des questions à la salle? Catherine? Je trouve votre modèle super. Comment adapter en fait ce modèle à des buveurs de café ou des buveurs de thé? Puisque personnellement, je bois plutôt 2 litres de thé par jour que 2 litres d'eau. Nous, justement, je vais me permettre de taper sur les ingénieurs français, j'en suis un. On a fait l'erreur au début, justement, d'imaginer que le verre pouvait tout résoudre et mettre trop d'intelligence, mettre trop de complexité dans le verre. Et en fait, dans le premier test, nos utilisateurs ils nous ont dit « mais vous savez, on vous demande de ne pas réinventer la roue. Le verre a certainement été inventé avant la roue, réinventez pas le verre. » Et c'est vrai que dans le fautif, dans la déshydratation, le fautif, c'est jamais le verre. Réfléchissez, c'est pas lui le code fautif. Donc nous, on l'a rendu plus intelligent en le rendant quelque part plus bête, en sortant beaucoup de fonctionnalités et en les faisant autre part. Et ce que vous dites sur les autres façons d'hydrater, en fait, on combat beaucoup d'idées reçues sur l'hydratation. Il y a des gens, par exemple, qui me disent « Cool, ton job dans ta start-up, Jacques, tu vas travailler que 2 mois dans l'année quand il fait chaud avec les canicules. » Non, avec des fois comme on a aujourd'hui, on se déshydrate autant, enfin aujourd'hui ou ces derniers jours, on se déshydrate autant que sur les temps de canicule. Il y a des gens qui oublient, ils me disent bah oui, moi, boire de l'eau l'après-midi, j'ai pas trop envie, j'aime pas trop l'eau. Ils oublient que boire un thé, boire un jus d'orange, ça hydrate. Alors il y a des chiffres, après il ne faut pas boire trop éventuellement de thé parce que ça peut avoir d'autres conséquences ou autres, mais dans l'ensemble à monter. On ne le sait pas non plus, par exemple, manger un yaourt, c'est l'équivalent de boire un verre d'eau. Les aptitudes alimentaires, c'est là où nous on va coupler les données sur l'alimentation, sur le temps, sur les médicaments que l'on prend pour essayer de vous conseiller. Et comme vous le soulignez avec le buveur de thé, nous ce qu'on aime, c'est que les messages, on s'est rendu compte, si on portait des messages même portés par la famille qui n'étaient uniquement santé, stigmatisants, pareil, les personnes au bout d'un moment avaient un rejet. Et bien nous, on va plutôt leur parler de bon goût, de plaisir de boire, de retrouver du goût avec du thé ou avec des recettes aussi avec du thé. On est en partenariat notamment avec une grande marque de thé là-dessus. Et ça marche très bien avec notre verre. Il y a d'autres questions? Monsieur? Juste en dessous, là. Bon, de ce côté-là, vous êtes quand même vachement moins dynamique. Hein. Il serait peut-être temps de se réveiller. Ah, vous tweetez? Bah oui, mais il faut être là aussi. On est présents dans cette salle. Allez-y, monsieur, on vous écoute. C'est une très bonne idée. Concrètement, j'ai un petit souci. J'aimerais comprendre. Je fais du sport.
j'ai soif, je finis mon sport, je vais prendre 3, 4, 5 verres d'eau, etc. En fait, toute l'intelligence est dans le socle et non dans le verre. Du coup, c'est pas un peu contraignant? Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends un verre d'eau, je repose sur le socle, je reprends un verre d'eau, je le repose sur le socle, etc. Est-ce que c'est pas un peu contraignant, du coup, d'avoir mis de l'intelligence au niveau du socle uniquement et non au niveau du verre? Tout à fait, c'était des questions qu'on s'est posées. Alors nous, on a fait le choix, comme je vous l'ai dit, d'être plutôt sur des médecines scrutatives, etc., d'accompagnement. Donc finalement, à un moment, on s'est posé cette question. Est-ce qu'on devait essayer à tout prix de forcer tout le monde et de tout chaque cas particulier, dans chaque cas de la vie, de trouver la solution? Et en fait, à chaque fois qu'on allait, forcément, la vie, elle n'est pas comme ça ne marchait jamais. Et on mettait beaucoup d'intelligence à complexifier tout ça. Les gens le rejetaient. On préfère travailler en disant, vous achetez notre solution. Forcément, on ne vous demande pas de boire pile poil la bonne quantité d'eau qu'il faudra dans la journée, dès le premier jour. On va plutôt réfléchir, vous êtes à ce niveau-là, on va aller là, on va travailler sur ces domaines-là. Donc déjà, on va se donner une période de temps pour travailler, pour évoluer. Ensuite, en fait, ce qu'on va travailler, on va vous dire, ne changez pas vos habitudes, tout. Changez vos habitudes d'hydratation, c'est ce qu'on veut faire, mais on ne veut pas vous faire changer votre vie. On ne veut pas que le verre soit contraignant. Donc vous n'allez pas vous trimballer avec le verre toute la journée. Si vous êtes, par exemple, que vous voulez utiliser soif, par exemple, que surveiller pendant le temps de travail, vous allez prendre pendant le temps de travail cette suite, etc. Après, nous, dans les applications qu'on a mis en plus, dans les services, vous pouvez compléter éventuellement des valeurs. Mais vous ne trimballez pas avec le verre. Le but du jeu, ce n'est pas que vous trimballez dans le métro avec le verre et quand il clignote, on boit. Non, la vraie vie. Vous avez déjà vu quelqu'un se balader dans la rue avec un verre? Moi non, enfin, ça serait bizarre. Nous, quand même, l'avantage du porte-verre, c'est justement, il s'adapte un peu à toutes les situations. Vous trimballez le porte-verre, vous l'amenez au bureau, vous changez de verre, ça, pas de problème. Vous avez une petite bouteille de 50 centilitres, pas de problème, vous utilisez ça. Nous, on veut que vous gardiez votre vraie vie. On va juste vous conseiller et vous aider à boire 2 verres de plus dans la journée. Je n'ai pas été convaincu. Non, mais du coup, le fait que ce soit tout dans la tasse, enfin, tout dans le porte-verre, justement, c'est au travail, par exemple, souvent, ça m'arrive de boire simplement une gorgée. Donc, je prends une gorgée, je repose le verre. Du coup, le verre, l'application, enfin, le socle va considérer que j'ai bu un verre complet? Non, il va savoir que vous avez bu une gorgée. Ok, merci. Et il va cumuler les gorgées dans la journée pour arriver à la bonne quantité espérée. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Madame? Encore le côté droit de la salle, hein, je ne veux pas dire, mais réveillez-vous à gauche. Bonjour, j'ai une question en fait, je ne pense pas avoir bien compris, mais est-ce que la solution est disponible sur un autre format que le verre? Par exemple, je pense à ma mère qui n'est jamais chez elle et qui est tout le temps en train de vadrouiller, elle ne va pas se promener avec un verre. Donc, est-ce que c'est possible d'utiliser avec une bouteille, d'utiliser avec n'importe quel autre format? C'est possible. Vous pouvez l'utiliser avec un verre, vous pouvez l'utiliser avec une tasse, vous pouvez l'utiliser avec une bouteille, vous pouvez tout contenant d'eau, alors qu'il ne soit pas trop gros quand même. Enfin, on a un peu une limitation de taille après qui va arriver, mais qui est naturelle en fait, en fonction de ce que l'on utilise. Voilà, on utilise. Par exemple, un cas typique, ça se retrouve dans les EHPAD où généralement ils nous disent on ne veut pas que les gens se baladent avec le verre. Mais finalement, ils vont utiliser des porte-verres placés à certains endroits. Et les personnes, en fait, vont utiliser le porte-verre, notamment avec des couleurs, ils vont jouer là-dessus. Pour des personnes âgées, vous citiez votre mère, on a une personne qui l'utilise. On était étonnés parce que les chiffres, c'est vrai, elle l'utilisait jamais l'après-midi. Alors on lui a demandé, qu'est-ce que vous faites? Et elle me dit, tous les après-midi, je vais à mon club de bridge et on fait du bridge. Je n'ai pas envie de me trimballer, comme vous dites, etc. Parce qu'elle avait l'impression aussi qu'il fallait utiliser le verre. Je lui ai expliqué, vous pouvez prendre éventuellement, ou on a offert en fait un deuxième porte-verre qu'elle a laissé à son club de bridge. Et à son club de bridge, elle l'utilise avec les verres qu'il lui distribue, ou les tasses de thé, parce qu'elle c'est une buveuse de thé en l'occurrence aussi, qu'elle a pendant qu'elle fait un bridge. Juste une autre question rapidement, et ça coûte combien? Le porte-verre, 4 verres qu'on vous offre, parce qu'on a une petite innovation en termes de préhension, etc., avec le minimum d'applications pour pouvoir travailler, avoir les informations, vous l'avez à 50 €. Merci. Je vous en prie. Eh bien, merci pour vos questions pertinentes à droite, c'est très sympa. Merci Jacques pour cette présentation. Et nous allons continuer donc avec
Une application mobile maintenant, celle de Laurent Goldstein, qui va nous présenter Callio. Bonjour, donc Laurent Goldstein, je suis médecin et je vais vous présenter donc l'application Callio. Donc Callio, c'est une application destinée à des gens qui sont soit bien portants, soit malades. Donc elle a la particularité, cette application, qui est vraiment, je crois, vous le verrez, assez innovante, de pouvoir s'adapter au profil de l'utilisateur. C'est-à-dire si vous êtes atteint de diabète, elle va avoir un comportement de type diabétique. Si vous êtes atteint d'un cancer et que vous êtes sous chimiothérapie, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, elle va s'adapter à le patient qui est sous chimio. Elle a également la particularité d'être très simple à utiliser. Donc, lors de cette présentation, j'ai souhaité vous partager avec vous l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'on va naviguer dans l'application ensemble. Vous le savez peut-être, il y a 3 millions de Français qui ont eu un cancer dans leur vie aujourd'hui. Il y a 350 000 nouveaux cas tous les ans. Pardon ouais, 3 500 nouveaux cas tous les ans et 170 000 environ sous son chimiothérapie. Donc les patients sous chimiothérapie, pour les suivre, le médecin, pour qu'il n'y ait pas de retard de traitement, etc., il va suivre 4 paramètres que sont le poids, les globules blancs, la température et les douleurs. Et ça va conditionner le bon suivi du traitement et surtout la récurrence des séances de chimiothérapie qui, vous savez, dénutrissent la personne et donnent des infections ou surexposent la personne aux infections. Donc on va, dans l'application, la première chose qui est demandée au patient par le médecin, c'est de rentrer son poids de façon régulière. On va le faire ensemble. Il va cliquer sur le poids. Il va cliquer, il y a toujours un petit bouton jaune en bas que vous voyez, et il peut rentrer à la main son poids. On va mettre 63 kg. Il y a un contrôle de cohérence, c'est-à-dire qu'au moment où il va ajouter les données, on va lui demander « es-tu sûr ?» parce qu'il y a une grosse différence par rapport au poids précédent. Il va confirmer, et donc le système va mettre à jour l'information. Et ce patient, par exemple, a perdu énormément de poids depuis sa dernière séance de chimio, puisqu'il a perdu 7 kg. Et ça va déclencher au niveau du service de soins hospitalier une alerte auprès d'une infirmière ou d'un médecin qui va pouvoir réagir. Si le service hospitalier a équipé le patient d'une balance connectée, il va pouvoir se peser 1-2 fois par jour et la donnée va automatiquement remonter dans Callio et être transmise dans le smartphone de l'utilisateur et vers le service. Les globules blancs, c'est très important, ça conditionne la prochaine séance. Et si les globules blancs sont trop bas ou trop hauts, la séquence va possiblement être annulée. Donc il faut le savoir à l'avance pour ne pas faire déplacer le malade de 30-60 km. Et là, quelques jours avant la prochaine séance, on demande au patient de rentrer les globules blancs. C'est un chiffre assez élevé, ça souligne qu'il y a peut-être une infection et qu'il ne va pas pouvoir avoir la prochaine séance. Et cette information également est immédiatement transmise. En plus, il y a un signalétique rouge qui dit « attention, il y a un sujet ». Il va également rentrer ses douleurs. Le médecin qui a prescrit des antalgiques pour la douleur ressentie par le patient a véritablement besoin de voir si le traitement antalgique qu'il a prescrit est efficace ou pas. Et donc, il a le souhait de voir avec son patient et de donner la possibilité à son patient de dire où il a mal. Donc, on va le faire. Il a par exemple mal au genou. Il va mettre une intensité de 5. On va enregistrer. On lui demande s'il a besoin de faire une autre saisie. Et là, immédiatement, il va y avoir une analyse. Cette analyse, elle est sur le smartphone de l'utilisateur, mais le médecin également en a copié à distance. Et vous voyez, ce patient, c'est un peu particulier. Il a, depuis une semaine, ses douleurs progressent. Elles augmentent de 1,1 d'intensité globale, alors que dans les mois précédents et dans les semaines précédentes, les douleurs avaient plutôt tendance à baisser. Et donc, c'est encore un autre signe d'alerte qui va allumer un indicateur de criticité et qui va dire « attention, il y a quelque chose qui se passe ». Le médecin va regarder sur le mois également. Il y a eu 20 mesures ce mois-ci, le jour, la nuit, etc. Tout est différencié pour savoir quand le malade a mal, pour bien adapter le traitement antalgique chez ce patient. On va finir juste, avant d'arriver sur d'autres fonctions, sur la température. Pour vous donner un peu l'esprit de la personnalisation, le patient va rentrer sa température,
il peut rentrer des symptômes. Un patient qui a de la température avec des symptômes, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très très près. Donc diarrhée, courbature, il va confirmer. Et là, il va avoir un message, reprends ta température dans 2 heures. Il va avoir une notification dans 2 heures, l'invitant déjà à consulter son service, mais surtout de ne pas prendre la température par voie rectale, puisque la température par voie rectale chez les patients sous chimiothérapie est proscrite à cause des saignements et à cause des infections. Il va également avoir le parcours de soins. Il va cliquer sur la petite clochette en haut à droite et tous les examens qu'il a à faire dans les jours ou les semaines à venir vont arriver ici. Comme ça, il est guidé dans son parcours de soins et il peut acquitter et dire à l'établissement qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour que l'hospitalisation à venir se passe dans les meilleures conditions possibles. Il peut, s'il a un doute, contacter une plateforme d'assistance. Si c'est la nuit, il va tomber sur une plateforme. Si c'est le jour, il va tomber dans le service hospitalier et donc demander à parler à une infirmière ou un médecin. Il va pouvoir cliquer également sur télésuivi pour avoir connaissance du rapport de situation que le médecin voit sur son ordinateur, afin que s'ils échangent au téléphone, ils n'aient pas d'asymétrie d'information entre le médecin et le patient. Le médecin a un rapport un peu enrichi, puisque lui, il voit sur son écran là où les choses ne vont pas, avec des indicateurs dits de criticité. S'il le souhaite, le médecin peut pousser également directement des informations pour tel ou tel type de cancer, afin de préparer la chimio ou l'aval de la chimio en lui donnant des informations qui sont juste adaptées à sa situation. Donc ce service est disponible pour des patients. Ce service a été façonné, on va dire, dans Calio pour des patients sous chimiothérapie. Mais dans Calio, vous pouvez façonner d'autres parcours de soins pour telle ou telle maladie. Je vous remercie. Merci Laurent. Place aux questions. Il y en a-t-il sur cette application, madame? Alors pourquoi? Et monsieur. Bonjour. Donc là, vous avez beaucoup de données sensibles. Qu'est-ce que vous en faites à part avoir accès le médecin y a accès, le service hospitalier, mais qui d'autre y a accès? Des laboratoires? Alors la réglementation est très stricte. Vous n'avez pas le droit de partager ces données. Donc elles sont hébergées chez un hébergeur agréé de données de santé. Elles sont cryptées entre le smartphone et les serveurs selon les dernières règles de l'ASIP, donc c'est l'autorité de sécurité informatique. Et donc les données appartiennent uniquement aux patients et aux professionnels de santé que le patient a désignés et étant susceptibles de recevoir ces informations. Elles ne sont à d'autres usages que ça. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Une très belle application pour la connexion entre le médecin et le patient et le médecin. On peut imaginer aussi cette solution pour la chirurgie ambulatoire ou pour d'autres chirurgies ou d'autres solutions où le patient est à l'extérieur de l'hôpital. Mais quel est le modèle économique? Parce que c'est du temps passé pour le médecin qui aujourd'hui n'est pas rémunéré. Où on va chercher la solution? Alors, il y a un modèle économique qui est le suivant. Donc, on travaille beaucoup avec les établissements de santé. Une des problématiques, c'est pour les hôpitaux d'optimiser le processus de prise en charge des patients en chimiothérapie ou en chirurgie. Donc, c'est d'éviter que le patient n'arrive pas prêt ou pas, et de perdre une chance pour le patient. Donc c'est l'optimisation de parcours de soins. Le modèle économique, il est assez simple. C'est une licence d'utilisation qui est payée par l'établissement de santé. Voilà, et l'hôpital propose pour tel ou tel type de patient une solution de suivi. Un hôpital X peut proposer le suivi de chimiothérapie ambulatoire ou la prothèse de hanche en ambulatoire. Là, ça va être le même logiciel, sauf que le code qui va être fourni au patient va activer des fonctionnalités différentes en fonction de telle ou telle maladie. Il y a d'autres questions, une ici. Bonjour. N'hésitez surtout pas à lever la main. Si vous avez Combien de types de parcours ou de pathologies l'application est-elle susceptible de pouvoir accompagner? Ou alors est-ce que j'ai mal compris? Ou alors est-ce que c'est le professionnel qui suit un patient qui va paramétrer, enfin l'établissement on va dire plutôt, paramétrer selon les paramètres qu'il doit suivre dans un parcours?
Est-ce que c'est prédéterminé dans l'application ou est-ce que c'est paramétrable par professionnel? Alors, c'est paramétrable. Enfin, le principe même de Callio, c'est d'être paramétrable. Et donc, les hôpitaux qui sont dans un processus de digitalisation, ils nous perçoivent comme étant une boîte d'ancrage pour les accompagner dans la digitalisation. Et par exemple, on travaille avec un grand centre hospitalier de l'ouest de la France. Et lui, il commence par la chirurgie urologique. Et puis ensuite, il nous demande de travailler sur la chirurgie orthopédique. Et ainsi de suite. Et par capillarité, on va dire, de proposer, on va dire, une entrée en NIC à tous les patients de ce centre hospitalier. Mais ensuite, et progressivement, d'enrichir le logiciel pour ce centre hospitalier des, on va dire, maladies pour lesquelles le parcours de santé est un sujet stratégique pour eux. Et du coup, quand vous travaillez avec un établissement qui a, on va dire, paramétré un parcours selon le protocole dont il a l'habitude, est-ce que dans vos accords, un parcours de soins, on va dire, nouveau dans Callio est partageable avec la communauté Callio ou avec d'autres établissements qui disent bah, tiens, le parcours euro, nous on l'a pas mais il nous intéresse. Éventuellement, on aura peut-être 2 ou 3 autres paramètres nouveaux, mais globalement, c'est assez protocolé. Est-ce que, je veux dire, Callio s'enrichit de l'apport de chacun de vos partenariats? Alors, le socle minimal que Callio exige d'être respecté, c'est les règles de bonne pratique médicale de la Haute Autorité de Santé. Donc le socle partagé, par exemple, dans le suivi post-chirurgie de la prostate, c'est aligné, en tout cas pour sa base, aux règles de la Haute Autorité de Santé. Ensuite, il y a certains établissements qui nous demandent de la personnalisation au-dessus. Et donc, travailler avec l'établissement A qui a une telle ou telle modalité, on va la rajouter, mais l'établissement B qui a une autre modalité, on va la rajouter pour l'établissement B. Mais A et B n'auront pas les mêmes modalités puisqu'ils ont un parcours différent. Mais le socle, on va dire commun, c'est les règles de bonne pratique médicale. Bonjour. Merci. Nous avons une autre question de... Oui, c'est une question assez précise. C'est par rapport aux données génomiques dans le cadre de cancer. On sait que les traitements en chimiothérapie, il y a beaucoup d'analyses génomiques qui sont faites pour ajuster justement certains cancers, certains traitements. Est-ce que vous avez des collaborations avec ce type de laboratoire? On ne fait pas d'analyse, on ne propose pas cette fonctionnalité, mais la question est intéressante parce qu'on va exactement, on propose par exemple à un centre anti-cancer d'adapter le protocole de suivi des effets indésirables, par exemple, exactement à la thérapie qui lui a été administrée. C'est-à-dire que 10, 15, 20 patients qui auront tel ou tel traitement vont avoir un recueil, par exemple, des effets indésirables adapté au protocole et à la molécule qui a été prescrite par le médecin. Alors que les 10 autres qui ont une autre molécule, parce qu'ils ont un profil génétique différent, vont avoir peut-être un autre protocole de récupération des effets indésirables. Également, quelqu'un qui est traité par immunothérapie versus quelqu'un qui est traité par chimiothérapie traditionnelle ne va pas avoir le même parcours de soins et pas avoir les mêmes analyses biologiques à réaliser lorsqu'il sera en ambulatoire. Donc la différence se fera dans le paramétrage et tel ou tel patient, en fonction du code d'activation, va avoir tel ou tel, on va dire, recueil d'informations, notification, rappel, etc. Je vous remercie. Je pense qu'il n'y avait pas d'autres questions, hein, je ne crois pas. Merci Laurent pour toutes ces réponses. Merci et puis vous, pour vos questions, parce que visiblement cette application soulève beaucoup de sujets. Nous allons accueillir maintenant les derniers. Ah, il faut que je récupère juste la petite télécommande, s'il vous plaît, Laurent. Ben, c'est parfait, vous pouvez la passer au candidat suivant. Donc, nous accueillons Antonin qui va nous présenter Tucky, donc un objet connecté de santé. C'est donc le dernier dans cette catégorie avant la fin des votes. Donc, je te laisse, Antonin, présenter Tucky. Bonjour à tous, donc, je suis Antonin, le fondateur de eTextCare, et je vais vous présenter Tucky. Tucky, c'est le seul thermomètre permettant de suivre la température d'un enfant sans le déranger et sans déranger ses parents. Vous voyez, il s'agit d'un thermomètre patch, il se fixe comme un adhésif sous l'aisselle de l'enfant pendant toute la durée de sa fièvre, 24-48 heures, et ça va vous permettre d'avoir la température, de suivre la fièvre de votre enfant à distance, sans le déranger sur votre téléphone.
Donc je vais je vous propose une petite vidéo de mise en application de C'est l'utilité. jamais un moment agréable quand Olivier sent pas bien. Pour lui comme pour moi. Et surtout quand il a de la fièvre. On est toujours un peu désemparés en fait. S'il a de la fièvre, le médecin nous conseille de contrôler sa température toutes les 3 heures. Mais c'est jamais simple. Non, puis c'est pas du tout pratique en fait. De devoir aller la déranger pendant qu'elle dort. Puis ça devient vite très contraignant. Puis moi je suis jamais sûre que ma mesure sera exacte. On est déjà stressé parce que notre enfant est malade. N'aurait-il pas un moyen plus simple pour contrôler sa température? Bonjour, je suis Antonin, le créateur de Tucky. J'ai décidé de concevoir un thermomètre connecté permettant de suivre à distance la température et d'être alerté simplement en cas de nécessité. J'ai voulu qu'il soit confortable, facile à installer et puisse être utilisé sur des bébés aussi bien que sur des enfants. Mais j'ai voulu encore mieux suivre la santé de mon enfant et nous apporter de la sérénité. On se sent vraiment mieux maintenant. On peut suivre simplement sa température sur l'application du Tucky. On est plus serein, on sait quand il faut agir ou appeler le médecin. La famille dort bien mieux qu'avant. C'est le rêve. Ouais, c'est ça. Voilà, donc comme vous l'avez vu, l'idée vient d'un besoin vécu. Donc voilà, Tucky permet de suivre la température en continu et à distance. C'est donc la solution aujourd'hui pour suivre la fièvre d'un enfant. Le premier intérêt, vous l'avez vu, c'est le gain de temps. Vous placez l'adhésif une fois au début de la fièvre et en un geste ensuite, en regardant votre téléphone, vous pouvez voir l'évolution de sa température. Donc vous n'avez plus à déranger l'enfant, à le déshabiller. Vous n'avez plus non plus à vous lever au milieu de la nuit. Vous gagnez du temps. Gain de sommeil également, car si jamais votre enfant a un pic de fièvre au milieu de la nuit, vous serez alerté automatiquement sur votre téléphone. En revanche, si la fièvre baisse, là vous dormez tranquillement. Voilà, vous pouvez compter sur Tucky pour vous réveiller en cas de nécessité. Tucky vous apporte également du coup un meilleur diagnostic, puisque vous connaissez exactement le pic de fièvre durant toute la durée de sa fièvre, la durée, et voilà des données que vous pouvez partager au pédiatre. Donc ça c'est pour toute sa fonctionnalité liée au suivi de la fièvre. Mais Tucky fait bien mieux que ça, puisqu'il intègre également un capteur de position permettant de prévenir les positions à risque et notamment les cas de mort subite du nourrisson. En effet, si jamais l'enfant entre 0 et 6 mois que vous avez couché sur le dos se retourne au milieu de la nuit, vous allez être alerté sur votre téléphone et donc ça va participer à prévenir cette problématique par rapport aux jeunes nourrissons. Donc Tucky, c'est un dispositif médical certifié. C'est un dispositif médical de classe 2A, donc il a été certifié par les organismes notifiés. Les données sont des données de santé, les températures sont stockées chez un hébergeur HADS, DocaPost en l'occurrence, qui est notre partenaire, et le produit est fabriqué en France. Vous pouvez le trouver depuis 2-3 mois en pharmacie, il est présent dans plus de 50 pharmacies en France et en Espagne également, voilà, au prix de 79,90 €. Donc n'hésitez pas, voilà, Tucky, la nouvelle solution, n'hésitez pas à le tester et à voter pour nous également, pour le faire connaître. Merci à vous. Merci Antonin. Donc nous allons donner la parole à la salle en démarrant par la gauche. Je suis certaine que les parents présents ici auront beaucoup de questions. Bonjour. Je voudrais savoir si l'équipement pour le bébé en fait est multi-usage ou s'il faut le remplacer, s'il faut acheter tout le temps des recharges, si je puis dire. Alors, Tucky, voilà, le thermomètre est réutilisable. Il dispose d'une batterie rechargeable. Il a plus d'1 semaine d'autonomie. Vous le rechargez avec un câble micro USB. Vous avez pendant une demi-heure et ça vous donne 1 semaine d'autonomie. Ensuite, il se fixe grâce à des adhésifs double face spécifiquement conçus pour les nourrissons. Donc effectivement, ça vient avec 5 adhésifs. Ensuite, les adhésifs, vous les rechargez. Vous allez chez votre pharmacien ou sur notre site internet. Et il y a ces adhésifs faits sur mesure spécialement pour les nourrissons sont effectivement des recharges. Les adhésifs vous les trouvez chez votre pharmacien à 7,99 les 15. Une deuxième question. Oui, j'ai 2 questions. Voilà, j'essaie d'augmenter pour le côté de ce côté de la salle. D'une part, bravo Denise, merci.
Vous avez même un fan club. Donc, j'ai une question à propos du problème de la mort soudaine. Est-ce que ça voudrait dire que tous les soirs, ou à tout moment que l'on couche l'enfant, on mettrait l'adhésif? Voilà. Deuxième question qui est séparée, c'est va-t-on voir une modification de la recommandation de posologie au niveau des traitements contre la fièvre à la suite de la collecte de vos données? Qu'est-ce que vous allez faire de vos données? Travaillez-vous avec des producteurs de médicaments? Est-ce qu'il y a tout un nouveau champ qui s'ouvre? Et est-ce que c'est uniquement... Troisième question, est-ce que c'est uniquement pour l'enfant? Est-ce que la mesure de la fièvre chez des personnes fragiles est extrêmement importante? Oui, tout à fait. Donc, par rapport à votre première question, donc, si vous l'utilisez dans le cadre de la fièvre, là, c'est 2 ou 3 jours. Si vous l'utilisez dans le cadre de la prévention de la mort subite, là, effectivement, c'est lorsque l'enfant se couche. Donc, effectivement, vous l'utilisez lorsque vous ne pouvez pas le surveiller directement, donc quotidiennement. Votre seconde question concernant la posologie. Donc l'application vous aide effectivement à respecter la posologie d'administration des antidouleurs, puisque en 2 clics, vous notez également l'heure à laquelle vous avez donné le médicament. Donc ça vous aide à respecter les 6 heures, par exemple, pour le paracétamol. Ça, c'est un petit pense-bête en plus qu'il y a dans l'application. Et pour savoir, voilà, pour respecter ça. Ensuite, au niveau de la collecte des données, donc, aujourd'hui, nous ne travaillons pas spécialement puisque les données sont propriétaires appartiennent aux utilisateurs, donc nous n'avons pas, nous, accès à ces données de santé. Par contre, au niveau de l'usage, le fait de pouvoir suivre la fièvre en temps réel, la température en temps réel, permet éventuellement de limiter l'administration d'un médicament, puisque si on voit sur la courbe que la température est en train de baisser, on ne va pas forcément administrer une nouvelle dose de médicament, au contraire. Et voilà, donc aujourd'hui, effectivement, le Tucky est optimisé pour les enfants. Néanmoins, c'est la même technologie qu'un thermomètre digital classique que l'on met sous l'aisselle. Donc, il pourrait effectivement fonctionner sur les adultes. Simplement, l'adhésif, on travaille sur un adhésif un petit peu différent. Parce que là, l'adhésif est spécialement conçu pour les nourrissons. Pour les adultes, ce serait simplement un adhésif différent. Merci. Bonjour, moi je vais continuer dans les questions de mère de famille. Et donc, quand ma fille était petite, il y avait différents moyens de prendre la température et on m'a toujours dit que la température rectale était celle qui était la seule fiable. Donc, maintenant les choses ont évolué parce que ma fille est grande, mais bon, est-ce que vous avez fait des tests cliniques pour vérifier qu'il y avait une corrélation et quelque chose de logique par rapport à la température rectale? Alors, le corps humain n'a pas changé, la température rectale reste la température la plus fiable. Maintenant, pour la prendre en continu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, la température axillaire, elle est le second site de mesure le plus fiable. Après, effectivement, vous avez raison, le rectal. Et donc, il y a un petit delta de 0,7 degrés ajouté par rapport à la température interne. C'est indiqué clairement sur l'application. L'application donne aussi un code couleur. Finalement, vert, tout va bien, parce que la température varie quand même au fur et à mesure de la journée. Donc, c'est pas une température précise à laquelle il faut s'attacher. C'est vraiment la fièvre, c'est vraiment le dépassement d'une certaine température. Donc, l'application vous indique finalement vert, tout va bien, orange, une petite fièvre, et rouge. Là, pour le coup, l'enfant a réellement de la fièvre car il a dépassé un certain seuil, sachant que ce seuil est évidemment paramétrable pour chaque enfant en fonction de son âge. Monsieur ? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite remarque en tant que professionnel de santé et également une remarque en tant que parent. C'est dire que la surveillance de la fièvre avec votre dispositif, ça me semble effectivement techniquement très très bien. Mais ensuite... est-ce que pour des parents anxieux, ça ne risque pas de les pousser à donner un antipyrétique, ce qui est là un petit peu le principe de la surveillance chronique aussi rapprochée de la température? Et est-ce que finalement l'administration de cet antipyrétique ne risque pas de nuire à la bonne guérison, sachant qu'en réalité la fièvre est une réponse physiologique à une agression extérieure qui permet ainsi, en élevant la température, de limiter la progression de l'infection?
Eh bien, pas du tout, au contraire, ça va aider à limiter l'administration de médicaments, puisque justement, vous connaissez précisément la température max, notamment, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ma fille était malade, je lui ai donc administré le Tucky au cours de la nuit, on s'est réveillé plusieurs fois, et le matin, avant même qu'elle soit réveillée, je consulte la courbe et je vois qu'elle n'avait pas dépassé un certain seuil, un petit 38,2. Le 38,2 n'étant pas alarmant, et je sais qu'elle n'avait pas dépassé ce seuil, du coup je ne lui ai pas administré de médicaments. Et je l'ai laissé simplement se reposer le reste de la journée. Et c'était simplement une petite gastro. Mais du coup, j'ai laissé faire la fièvre. Comme c'était une petite fièvre, rien d'alarmant, donc pas de médicaments. Vous pouvez reprendre le micro pour interagir, s'il vous plaît, pour que la salle vous entende. Merci. Est-ce que ce conseil peut être donné au sein de l'application? Est-ce que vous ne pensez pas que justement la majorité des utilisateurs ne va pas connaître cette subtilité et être emmené à donner dès que ça dépasse, on va dire, la courbe verte? C'est pour ça qu'il y a la graduation vert, orange, rouge. Finalement, vert tout va bien, orange c'est une petite fièvre, et rouge c'est vraiment le dépassement d'un certain seuil qui nécessite du coup une action de façon plus urgente que si c'est simplement une petite hausse de température. L'application aujourd'hui ne donne pas de conseils, pas de diagnostic, hein, elle reste dans son rôle d'outil. Voilà, ensuite c'est à chaque parent, en fonction de la connaissance de son enfant, de réagir avec les données qu'il a. Très bien. Il y avait une autre question, je crois, non? C'est fini? Personne n'a plus de questions? Eh bien, merci Antonin pour toutes ces réponses. Merci à vous. Ça a levé pas mal d'enthousiasme dans la salle. Et donc nous allons accueillir le tout dernier candidat qui est un candidat dans la catégorie des applications mobiles de santé. Merci pour les applaudissements. Et donc, je demande à monsieur Henri-Michel Tranchimant de bien vouloir me rejoindre pour nous présenter SymptoCheck. Merci Justine. Voilà. Pour SymptoCheck, nous sommes deux. Je suis donc Henri-Michel Tranchimant, cofondateur de la Santé Assistance, qui est la société qui produit SymptoCheck. Et celui qui s'en va là en courant, c'est le docteur Servet, qui lui est la tête pensante de SymptoCheck et qui répondra surtout à vos questions après. Nous avons fait le choix, dans un premier temps, d'être silencieux et de vous laisser notre présentation tourner pendant les 5 prochaines minutes. Ça, c'est pas pour moi, ça. Justine, on est en marche arrière. Bouton vert, bouton vert, bouton vert. Hop. C'est moi. Et voilà. Voilà. Et donc là, la vidéo est lancée. On va attendre quelques minutes que le son arrive, puisqu'il y a une petite minute de... Aujourd'hui, SymptoCheck est véritablement le seul système d'analyse de symptômes qui résonne comme un médecin. Dois-je m'inquiéter? Que faire? Utiliser SymptoCheck? 3000 questions, 1000 maladies, des réponses en 3 minutes. Est-ce vraiment réaliste et sérieux? Aujourd'hui, le meilleur modèle de raisonnement médical est sans nul doute le médecin. En 2011 est parue une étude qui a modélisé ce raisonnement. Et en 2012, sur la base de cette étude, les équipes de SymptoCheck ont publié les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais vous me direz, et le médecin dans tout ça? Eh bien, faisons un petit retour dans le cabinet médical. Lorsque vous allez chez le médecin, vous dites qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et votre médecin vous questionne. Il veut savoir quand, comment sont survenus vos symptômes, quels sont vos antécédents, et si vous avez aussi d'autres symptômes. Le médecin choisit ses questions en fonction de vos réponses, en se focalisant d'abord sur les maladies les plus graves que vous pourriez avoir.
et il cherche à éliminer ou confirmer ces hypothèses. Lorsqu'il en a terminé avec toutes les maladies les plus graves, votre médecin se concentre alors sur les maladies de moindre gravité, et ainsi de suite. À la fin de son raisonnement, il arrive à la maladie qui lui paraît la plus probable et formule sa conduite à tenir. Eh bien, SymptoCheck fonctionne exactement comme votre médecin. D'abord, il vous accueille comme votre médecin, il vous demande votre âge, votre sexe, et surtout, il vous demande les motifs de votre consultation, c'est-à-dire quels sont vos symptômes. Ensuite, SymptoCheck raisonne comme votre médecin. Il analyse vos motifs de consultation, il cherche dans sa mémoire les maladies qui pourraient correspondre, il les hiérarchise par gravité, par fréquence, il sélectionne les questions importantes pour confirmer ou éliminer des maladies. Il prend en compte vos réponses pour poursuivre le questionnaire. Et il arrête de vous questionner dès qu'il estime qu'il en sait suffisamment. On est bien loin des 3000 questions. Et pourtant, SymptoCheck n'oublie jamais aucune question importante. Enfin, SymptoCheck conclut comme votre médecin. Il évalue la gravité de la situation, il formule des hypothèses et il définit une conduite à tenir. Il vous oriente, éventuellement vers les urgences ou vers une consultation dans un délai déterminé. Il vous donne des conseils médicaux et vous renseigne sur les possibilités d'automédication. SymptoCheck en 3 minutes a bien répondu à vos 2 questions. Dois-je m'inquiéter? Que faire? SymptoCheck est un outil extrêmement utile. Il est accessible 24 heures sur 24 et gratuit. Il est simple d'utilisation. Vos résultats sont là en 3 minutes. Il s'adresse à vous en langage courant et vous donne des aides visuelles pour vous aider à répondre. Il est fiable. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont utilisé SymptoCheck. Il est exhaustif. Plus de 1000 maladies sont analysées. Il a été réalisé et est surveillé par des médecins. Il est utile à plusieurs niveaux. Il conseille efficacement, il vous évite l'attente inutile aux urgences et il allège le travail du système de santé. Votez pour SymptoCheck. Voilà, on n'est pas muet chez Santé Assistance, c'était juste que ça nous stressait un peu moins de le mettre en préenregistré. Voilà, et par contre, on sera très heureux de répondre aux questions que vous avez certainement. Donc, docteur Servet. Donc, on a 2 personnes ici, une personne à droite. Qui aura le premier micro? Catherine, à toi l'honneur. Je trouve très intéressant votre analyse et votre réponse à des symptômes. Si on analyse un petit peu plus en amont, la communication, c'est plus de 50% non verbal. Les mots, c'est 7%. Donc là, si je regarde, vous utilisez que les mots pour analyser une maladie. Qu'est-ce que vous faites de toute la charge émotionnelle et psychologique d'un malade qui n'exprimerait pas avec des mots? La charge émotionnelle, elle peut être utile, mais aussi elle peut être négative sur des situations de stress ou de symptômes anxiogènes. L'enlever, ça n'a pas été forcément une mauvaise chose. Maintenant, on a un symptôme, je suis anxieux ou anxiété, où la personne peut rentrer et ça peut influencer certaines réponses. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi si je palpe mon ventre, il est tout dur. Donc je ne dis pas que le patient va examiner, mais il peut rentrer des symptômes qui ne sont pas forcément que des mots. Il peut regarder dans la glace si l'amygdale est gonflée et blanche. Il y a des photos, il y a des vidéos. Par exemple, sur la rupture du tendon d'Achille, on a une vidéo où on montre comment faire, et si ça correspond à la vidéo, il va cocher oui. Donc il n'y a pas que des mots. Mais je pense que la charge émotionnelle, surtout dans l'orientation médicale, c'est pas une mauvaise chose de l'enlever. Oui. Alors après, pour tout ce qui est psychologique ou psychiatrique,
c'est différent, mais on est moins dans l'orientation urgente. Si je peux compléter la réponse par un point de vue de non-médecin, vous avez des zones entières en France dans lesquelles les gens vont faire 20 km pour aller courir un service d'urgence pour rien. Donc effectivement, la charge émotionnelle est sûrement importante, mais si on leur évite aussi le déplacement et les 4 heures dans le service d'urgence de façon inutile, ça ne répond pas au problème de la charge émotionnelle, mais ça a une autre utilité. L'idée, c'est pas du tout de se substituer au médecin ou à la consultation, c'est de mieux orienter. Donc le patient va à terme, théoriquement, voir normalement un médecin, où là, il pourra parler avec. Il y aura des mots, il y aura de l'humain en face. C'est pas faire du diagnostic et puis une ordonnance qui sort sur l'ordinateur. C'est vraiment essayer d'améliorer l'orientation en amont, et c'est seulement ce genre d'outil qui peut le faire, parce qu'à partir du moment où le patient a décidé d'aller aux urgences, il ira. C'est un outil qui rentre dans sa démarche décisionnelle d'orientation. On va prendre les questions qui sont à notre Bonjour. Excusez-moi, j'ai mes camarades à droite qui font des bêtises. Vous posez pas de questions et vous dissipez tout le monde. Oui, c'est surtout les autres qui me dissipent, c'est pas moi qui suis dissipée. Je suis très très sérieuse et j'ai une question très sérieuse par rapport à votre application. Qui comprend 2 volets. La première, c'est que faire des personnes qui prennent un traitement, parce qu'il y a beaucoup de pharmacovigilance et c'est pas tant de rentrer les symptômes, c'est aussi de savoir si la personne prend un traitement. Et que faire aussi des personnes malades chroniques qui ont une pathologie préexistante. Si j'ai vu, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans ce que vous avez montré dans votre vidéo, en fait, vous ne prenez pas du tout en compte la préexistence d'une pathologie existante. Et on sait que ces personnes-là, c'est quand même... les maladies, les grippes, les maladies aiguës sont problématiques, quoi. Alors il y a 2 questions, mais la réponse est un peu la même. En fait, le système peut englober n'importe quelle sorte de situation, et s'il estime qu'il y a besoin de savoir si le patient a des antécédents particuliers, il va le demander. Ou si jamais il pense que c'est utile de demander s'il prend un traitement, il le fera aussi. Si on a des saignements au niveau du nez qui ne s'arrête pas, il y aura une question qui va demander s'il prend un traitement anticoagulant. S'il fait des vertiges, on peut demander s'il est diabétique, s'il prend un traitement qui peut potentiellement donner cet effet secondaire. Donc les questions sur les pathologies chroniques, elles sont posées. Ensuite, on est en train de développer en parallèle un dossier santé sur le web qui sera en lien avec SymptoCheck, où là, une personne qui a des pathologies chroniques ou des traitements seront directement intégrées dans les questions, elles ne seront plus demandées. Et ça pourrait aussi jouer sur la probabilité d'apparition d'une pathologie. Si quelqu'un est diabétique, il y aura peut-être plus de chances d'avoir une infection ou ce genre de choses, quoi. Donc on le rentrera indirectement par le dossier santé. Une dernière question. J'avais une question à propos justement du marché un peu international. Je crois qu'il y aurait un potentiel intéressant pour utiliser cette application, faire utiliser cette application par des plus ou moins professionnels de santé en Afrique, des personnes qui jouent ce rôle d'information sur les problèmes de santé publique et qui vont aller se promener, rencontrer des personnes dans les villages, etc. Et avoir avec eux une base de données s'il y a les bonnes maladies pour ce continent pourrait être intéressant. Et ça m'amène à vous demander quel est votre modèle économique aussi pour la France. Et troisièmement, comment réagissent les médecins à votre phrase, le système qui résonne comme un médecin? C'est bien pour le consommateur, c'est sûrement source d'arguments du côté des médecins. Merci madame. Je vais répondre à vos différentes questions. Premièrement, est-ce que ça peut être utilisé ailleurs? C'est en test aujourd'hui, alors pas en Afrique, en Suisse, chez des professionnels. Chez des professionnels qui trouvent effectivement un intérêt à utiliser ça pour faire le tri de leur propre service d'urgence. Premier point. Deuxième point, on est en contact avec un médecin qui travaille à l'OMS et qui a exactement les mêmes réactions que vous en disant ce truc-là, il faut l'utiliser dans des pays qui ont évidemment un besoin de démultiplier, j'allais dire,
capacité médicale. Troisièmement, en matière de modèle économique, ça c'est gratuit, c'est sur tous les smartphones, vous pouvez le télécharger, mais quand on discute avec un réseau de cliniques suisses, ce n'est plus gratuit pour la clinique. Donc notre modèle économique, c'est de facturer une licence de fonctionnement. Troisième et quatrième point du modèle économique, santé-assistance, c'est un ensemble de services. SymptoCheck, c'est un des services, je ne vais pas vous parler des autres aujourd'hui pour pas gaspiller du temps, mais ce n'est qu'un des services qui fait vivre santé-assistance. Pardon ? La réaction du médecin. Alors, je veux dire, là, je vais laisser le médecin répondre, mais je vais quand même ajouter quelque chose avant. Il y a des pour, il y a des contre, ça change, et le vent, il est plutôt en faveur des pour que des contre. Johan, tu veux compléter ? Pour l'Afrique, moi j'ai travaillé 3 mois à Madagascar et 3 mois en Mongolie, et c'est clair que là on n'est plus dans l'orientation, mais je pense qu'il intéressera les gens, c'est un peu plus les diagnostics qui sont sortis. Nous, on n'a pas fait SymptoCheck pour faire du diagnostic, mais de l'orientation. Donc là, ça peut les intéresser, mais de toute façon, ça les intéresse parce que quand on voit les adresses IP des gens qui utilisent SymptoCheck, on a une grosse population qui grandit tout en Amérique du Nord. Si on voit les gens qui likent la page de SymptoCheck, 80% aujourd'hui sont originaires de Tunisie, d'Algérie ou de ces pays francophones, parce qu'il y a un vrai besoin qui est encore plus important que le nôtre dans les déserts médicaux. Ça, c'était le point pour l'étranger. Ensuite, les médecins, moi j'ai fait ma thèse sur SymptoCheck. Les médecins avec qui j'ai soutenu ma thèse étaient à quelques années de la retraite, qui ne sont pas sensibilisés du tout avec les nouveaux médias et les nouveaux outils. Et tous étaient d'accord pour dire que, ok, il faut faire attention, mais de toute façon, c'est inévitable. Autant que ce soit fait dans de bonnes conditions, plutôt que fait par n'importe qui. Et de toute façon, les patients, ils vont sur Internet et ils ont l'information qu'ils trouvent. Là, au moins, elle essaye d'être triée et puis adaptée à leur cas. Et si on demande la question aux médecins urgentistes, on ne peut pas râler à chaque garde sur le fait que des patients viennent pour des choses qui ne sont pas urgentes, parce qu'eux, ils le ressentent comme urgent. Et on ne peut pas, tout le monde, faire 10 ans de médecine ou avoir tous un médecin dans la famille qui va tout le temps nous orienter. C'est un petit peu la seule solution, quoi. Même si on n'est peut-être pas parfait sur tous les cas, l'orientation est vraiment adaptée aujourd'hui et c'est le principal. Oui. Merci Johan. On va faire tourner les questions. Il y en avait une en haut aussi, si vous voulez bien, parce qu'une personne là-haut attendait depuis un moment. Allez-y, monsieur. Oui. Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Je voulais vous demander, sur les 2 millions d'utilisateurs, justement, vous avez un peu répondu, mais qui sont-ils ? Parce que 2 millions, c'est pas 200, c'est quand même beaucoup. Et quel retour vous avez de ces 2 millions d'utilisateurs sur votre application ? Alors, je pense qu'on va avoir vous avez deux morceaux de réponse. Le premier, c'est que nous avons reçu un nombre raisonnable de félicitations et un petit nombre d'engueulades. Et que chaque fois qu'on a une engueulade, ça retombe sur le docteur Servet en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, va regarder ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je laisse répondre sur le retour des utilisateurs. Aujourd'hui, oui, il y a à peu près un test qui est fait toutes les 2 secondes là en ce moment. Le système d'analyse, il existe depuis une dizaine d'années. Moi, je suis arrivé dans Santé Assistance vers les années 2012. C'est là où on a tout refondé le système, donc c'est un tout autre système aujourd'hui. Ça a augmenté de 500% à peu près l'année dernière. Les retours utilisateurs, c'est quand ils ont fait le test, ils peuvent nous envoyer un message. Et là, on a... ça peut être que des merci ou des c'est nul, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont constructives, qui nous permettent d'adapter le système sans arrêt, quoi. On a eu un message il n'y a pas très longtemps d'une dame qui disait que son mari était mort il y a 2 ans et que c'était un infarctus mésentérique, c'est un cas assez compliqué aux urgences, et nous on l'a sorti. Elle a dit si j'avais fait le test à l'époque, c'est un cas particulier mais qui nous a fait plaisir. Pas que son mari soit mort. Oui, bonjour, je suis là. Juste devant. Bonjour. Voilà, bonjour, je suis médecin et je trouve cette approche très intéressante parce qu'entre les lobbies pharmaceutiques qui font des publicités, et les automédications des gens qui se servent de Doliprane, etc., dans ce sens où les médecins qui veulent surprotéger leurs patients et ne pas les rendre autonomes et indépendants, ça peut les aider à avoir eux-mêmes une certaine indépendance d'esprit
et désengorger les urgences, pallier aux déserts médicaux. Donc je trouve ça très intéressant. Ça ne peut pas répondre à tout, mais je trouve que c'est très modeste comme approche et très utile. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Merci. Vous risquez d'avoir beaucoup de critiques pour des gens qui ont peur de perdre leur pouvoir sur les gens ou des choses comme ça. Mais au contraire, ça aide les personnes. Et puis quant à l'histoire de l'anxiété, la charge émotionnelle, beaucoup d'anxiété est liée aussi à l'ignorance que les gens ont sur la gravité de leurs symptômes. Donc si ça peut les aider justement à pallier à ça, je trouve ça très bien. C'est mon avis. Merci. Merci madame. Nous avons On parlait une de dernière l'humanité. question à gauche. Je vous propose d'échanger en sortant après pour le moment. On sera dehors, vous pouvez vous poser des questions quand vous voulez. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir au niveau de... En général, il y a une question de responsabilité. Quand un médecin se plante, il peut y avoir derrière des suites. Qu'est-ce qui se passe si SymptoCheck se plante et oriente mal? Alors, vous avez parfaitement raison. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure que SymptoCheck était suivi par des médecins, la responsabilité médicale de ces médecins est engagée, de la même manière que si un médecin se plante dans son cabinet médical. Donc, il y a des médecins qui ont signé un papier comme quoi ils étaient engagés par les conclusions de SymptoCheck au niveau de responsabilité médicale. Et ensuite, la société santé assistance, elle s'est couverte en responsabilité civile. Ça, c'est comme si... Ça, c'est pas la réponse à votre question, c'est complément. C'est une très bonne question parce que donc du coup SymptoCheck est passé par l'étape d'auto-questionnaire du label MS Quality pour être présente aujourd'hui, et c'est typiquement le genre de choses que l'on prévalide, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une responsabilité derrière l'application, est-ce qu'elle a été validée par des professionnels médicaux qui se sont engagés dans la démarche. C'est tout ce que nous faisons chez DMD Santé. Donc merci pour cette dernière question qui me permet de clore la discussion. Merci à tous les deux pour votre présentation. Donc je vous rappelle que si on est là depuis 2 heures, c'est surtout donc pour vous présenter des applis et des objets, mais pour aussi vous faire voter, puisque si les concurrents sont venus, c'est pour repartir avec un joli trophée à la maison. Donc je vous invite, les votes se clôturent dans 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour aller sur le site des trophées de la santé mobile. Donc c'est trophée-santé-mobile.com. Dans Google, ça sort très facilement. Et sur la première page du site, vous avez un bouton « Voter ». On vous demandera de choisir parmi une application mobile de celles qui vous ont été présentées et parmi un objet connecté de santé de ceux qui vous ont été présentés. Donc on comptabilise les votes dans 10 minutes, on désigne les lauréats et on décerne donc les trophées à partir de 16h15 dans cette salle pour la cérémonie. Donc à tout à l'heure. Merci.